Salut, alors petit sujet décontracté de la semaine. Cette semaine, j'ai envie de te parler des livres pour ce Blabla Podcast, plus particulièrement des livres de mes genres préférés. Je ne sais pas si tu sais, moi j'ai lu beaucoup de livres, j'avais une grande bibliothèque. Comme je l'ai dit dans un précédent podcast, j'ai tout revendu, ou presque. Bon, il m'en reste encore beaucoup, hein, j'exagère un peu. Mais j'ai beaucoup revendu parce que ça prend trop de place et que c'est très lourd à transporter quand je déménage. Donc j'ai revendu tout ce que j'avais déjà lu, mais j'ai toujours aimé lire. Toujours, c'est peut-être un grand mot. J'aime lire depuis mes 20 ans, 19 ans, quelque chose comme ça. J'ai commencé à lire tard. Quand j'étais adolescent, je lisais, mais je lisais pas des choses très sérieuses, je lisais des histoires fantastiques, justement. Voilà ce que je lisais. Je lisais des histoires dans un univers de fantasy qui ressemble un petit peu au Seigneur des Anneaux, où il y a des elfes, des nains, des hommes, des hobbits, et il y a eu des films très populaires qui sont sortis dans les années 2000 sur cet univers. Donc moi j'adore ce genre d'univers, effectivement. Maintenant, je ne lis plus autant qu'avant, mais je consomme énormément plus de livres. Comment on peut consommer plus de livres et lire moins? Tout simplement parce que j'ai découvert une chose merveilleuse qui s'appelle les livres audio. Et pourquoi j'ai fait cette transition vers les livres audio? Il y avait deux raisons principales. La première était que j'ai commencé à travailler sur un ordinateur quand j'ai commencé à travailler en ligne, quoi. Et donc je regarde un écran toute la journée et je trouve que mes yeux sont fatigués en fin de journée et que c'est pas très agréable pour moi de lire un livre parce que mes yeux ont besoin de repos. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, elle est en fait beaucoup plus forte, je pense, que quand tu deviens papa et que tu as une famille, donc tu as énormément de choses à faire dans une maison. Tout le monde imagine que la vie à la campagne, c'est simple, il y a rien à faire, on est très tranquille parce que tout le monde imagine des vacances à la campagne. La vérité, c'est qu'à la campagne, contrairement à la ville, tu as énormément de choses à faire pour entretenir ta maison ou ton jardin. Donc l'exemple le plus typique, tondre la pelouse. Quand tu as beaucoup de pelouse, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, tu dois la tondre. Ou autre exemple que j'ai eu il y a pas longtemps, la haie, toute la végétation qui contourne ta maison et qui fait que tu ne vois pas tes voisins, il faut tout couper, ça prend une éternité. Tu dois aussi bien sûr nettoyer et entretenir ta maison. Nous avons beaucoup d'animaux, il faut s'en occuper. Et puis bon, encore à un niveau beaucoup plus haut, et ça n'a pas de rapport avec la campagne, quand tu as un enfant, tu as toujours quelque chose à faire. Si t'as un enfant, t'as toujours quelque chose à faire. Je me souviens que quand je travaillais dans une école à Montpellier, je disais toujours à mes étudiants, est-ce que vous êtes fatigués? Ils me disaient oui. Et ils disaient, ah bon, vous avez des enfants? Et ils me regardaient bizarrement. Ils disaient, bien sûr que non, on n'a pas d'enfants, on a 20 ans. Et je leur disais, ah donc vous êtes pas fatigués? Si, on est fatigués. Ah donc vous avez des enfants? Bah non, on n'a pas d'enfants. Ah donc vous êtes pas fatigués? On avait une discussion comme ça qui tournait en rond pendant longtemps. J'essayais de leur faire comprendre qu'on devient vraiment fatigué quand on est des parents. Même si on est très occupé, on comprend pas encore ce que c'est que le manque de sommeil et la fatigue avant ça. Bon, c'est pas vrai pour tout le monde, mais ça me fait rire. Alors, revenons-en au sujet de base. Comment je consomme plus de livres? C'est avec les livres audio. Et puis, pourquoi les livres audio? Bon, pour l'écran, j'en ai parlé. Et donc, le fait d'être devenu parent et d'avoir une vie où je dois, travailler et m'occuper de ma fille et de la maison, eh bien, écouter des livres audio, ça a été une aide merveilleuse. Et c'est toujours une aide merveilleuse. T'as toujours beaucoup de choses à faire. Nettoyer la maison, nettoyer la cuisine, faire le ménage, préparer les affaires du lendemain, énormément de logistique à faire tous les jours dans la maison. Toutes ces choses, tu peux les faire en écoutant. En même temps, tu écoutes, c'est ça que ça veut dire. Un livre sur quelque chose qui t'intéresse. Donc, je suis devenu un très gros consommateur de livres. Je pense que je suis un très gros consommateur de livres. Au minimum, je finis un livre par semaine. J'imagine qu'il y a des gens qui consomment plus que ça, mais avant c'était plutôt 1 ou 2 par mois, et depuis que c'est sous format audio, je suis plutôt à 4, 5, maximum 6, je pense, livres par mois. Ce qui est un budget, puisque bien sûr ces livres il faut les payer, mais c'est mon occupation principale, c'est devenu mon occupation principale. J'écoute plus de livres que je ne regarde de films, j'écoute plus de livres que je ne regarde de séries, je passe plus de temps à écouter des livres que sur YouTube, ou que sur quoi que ce soit d'autre. Et pendant que j'écoute des livres, la plupart du temps, je suis occupé. Voilà.
Parlons un peu maintenant du type de livre que j'aime. Mes préférences ont toujours été la fantasy. Donc la fantasy, c'est quand c'est un univers plus ou moins dans le passé, qui a beaucoup d'éléments justement fantastiques, qui ne respectent pas les règles de la réalité. Donc tu peux avoir des êtres merveilleux, tu peux avoir de la magie, tu peux avoir beaucoup de choses dans ces univers. Et aussi la science-fiction. Alors là, la science-fiction, je pense que ça te parle beaucoup plus. Là, c'est plutôt orienté vers le futur. Il y a toujours des idées technologiques dans ces univers. Et plus particulièrement, j'aime beaucoup la fantasy et la science-fiction, qu'on appelle dure, je crois. Je n'aime pas trop les livres de fantasy ou les livres de science-fiction qui partent très très loin sans fondement dans la réalité ou sans fondement dans la science. J'aime quand ça a l'air réaliste. Ça a l'air réaliste, mais il y a toujours une petite chose, comme une petite règle dans comment le monde fonctionne, qui est différente de notre monde à nous, tout simplement. Par exemple, je peux te parler d'un livre de fantasy, ça s'appelle La Voix des Rois de Brandon Sanderson, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a introduit dans un monde plus ou moins réel l'idée que le métal peut stocker de l'énergie des tempêtes et cette énergie peut être réutilisée à des fins ou dans un but d'attaque ou de défense. Donc on peut avoir par exemple des armures qui sont chargées en énergie et peu importe si les gens tapent dessus, tant que l'armure est chargée en énergie, elle reste intacte et la personne est protégée. Ou on peut avoir des armes qui permettent de couper un peu tout et n'importe quoi parce qu'elles sont chargées en énergie. Et alors ça, c'est comme un monde plus ou moins réel, mais on a introduit une règle différente et donc le monde va changer radicalement pour la simple et bonne raison que cette règle existe. J'aime beaucoup quand c'est comme ça. Ça a l'air extrêmement réel, mais on a changé une petite règle qui fait que toute cette réalité, elle est modifiée, mais d'une façon qui semble extrêmement réaliste. Par contre, d'un autre côté, je n'aime pas trop la fantasy qui va être beaucoup plus libre. J'imagine que Harry Potter, c'est comme ça. J'ai pas encore lu Harry Potter, ne m'insultez pas s'il vous plaît. Ça viendra sûrement un jour, mais ce n'est pas encore fait. L'idée que on ne sait pas quelles sont les limites à la magie. La magie peut toujours résoudre d'une façon ou d'une autre une situation d'une manière inattendue. Ça me plaît moins. Je préfère quand ça respecte quand même des règles. Voilà. Bon, c'est deux conceptions différentes qu'on a de la science-fiction ou de la fantasy. Pour la science-fiction, ça va être par exemple je crois que ça s'appelle les space opéra, où c'est très centré sur l'histoire, mais il n'y a pas une emphase qui est mise, où on n'insiste pas sur comment la science fonctionne. Voilà. Il y a beaucoup d'œuvres de science-fiction que j'adore. Les œuvres de Orson Scott Card, elles sont fantastiques. Donc je sais pas si tu connais La Stratégie d'Ender, l'histoire d'un petit garçon qui est surdoué et qu'on envoie dans une station spatiale pour se former militairement à commander des vaisseaux, des armées de vaisseaux, pour se protéger contre une race extraterrestre. Cette série de livres, elle ne parle pas que d'extraterrestres et elle ne parle pas que de guerre. Elle parle de psychologie, elle parle de comment un enfant fait face à l'abandon de sa famille et fait face aussi à l'agressivité des autres personnes dans un contexte militaire, comment aussi on peut gérer des situations difficiles, comment on peut contrôler des éléments agressifs des personnes qui nous attaquent, et aussi comment on fait face à une race extraterrestre, oui, mais qui est en fait une civilisation tellement différente de nous qu'on n'arrive même pas à communiquer, on n'arrive même pas à se comprendre, on comprend pas nos modes de fonctionnement et de pensée, donc on pense qu'ils sont mauvais, qu'ils sont diaboliques, mais au final, on ne sait même pas pourquoi ils sont venus nous embêter, et si nous, on doit aller les détruire pour nous protéger, on a cette espèce de mur entre nous qu'on peut pas passer, et ça, dans toute sa série de livres, c'est ce que j'ai préféré, c'est l'idée de faire face de rencontrer, même pas juste faire face, il y a faire face, mais il y a aussi rencontrer une culture tellement différente de nous qu'on est incapable ne serait-ce de comprendre pourquoi ils font des choses. Et alors comment on peut réussir à communiquer si on sait même pas pourquoi ils agissent comme ils agissent? Donc par exemple, il y a un moment dans la série de livres où il y a un humain qui se fait tuer par un extraterrestre et les humains veulent réagir extrêmement violemment, mais d'autres humains veulent les empêcher. Pourquoi? Parce que
ils ont dit il y a nécessairement quelque chose qui s'est passé ou quelque chose qu'on a fait qui justifie ce comportement parce que ça leur semble normal qu'ils aient tué cet être humain et qu'ils n'étaient pas nécessairement agressifs quand ils l'ont fait, c'était juste la chose normale à faire. Donc il y a une incompréhension quelque part et j'aime bien cette idée d'essayer de comprendre les autres même quand c'est trop difficile. Bon, et on en vient un peu au sujet, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la fantasy ou la science-fiction et je pense que la majorité du temps c'est pour des raisons de ça n'est pas possible ou de toute façon quelque chose d'incroyable va se passer et la situation va s'arranger grâce à cette chose. Donc il y a pour ainsi dire pas de suspense, une chose incroyable va se passer et les personnages vont gagner. Voilà ce qui va se passer. Je pense que c'est une vision un petit peu réduite, restreinte de ce que sont ces genres parce que dans la plupart des cas, ça parlait réellement de réalité. Ça parlait de nous en tant qu'êtres humains, ça parlait de nos problèmes psychologiques, ça parlait de nos problèmes avec les autres cultures, ça parlait de comment faire face à une situation extrêmement compliquée. Voilà, ça parlait même de l'administration, comment l'humanité fonctionne. Il y a énormément de sujets complexes et réels qui sont inclus dans ces genres. Et je crois que c'est ça qui me plaît. Il y a peu, j'ai lu un livre qui s'appelle Le problème à trois corps. C'est de la science-fiction, encore une fois. Donc c'est d'un auteur chinois qui s'appelle Liu Cixin. Bon, je ne connais pas les tons du nom de ce monsieur. Donc je l'ai dit à moitié à la française. Et là, c'était intéressant aussi, pas exactement pour les raisons que j'ai énumérées juste avant, même si ça fait partie du livre, mais là, dans le sens où on est dans la science-fiction dure, je pense qu'on est très très loin dans la science-fiction dure. Là, ça parle vraiment de science. J'ai trouvé ça intéressant pour ça, parce que ça parle essentiellement de où est-ce qu'on en est dans la science. Et qu'est-ce que ça ferait si on nous montrait des phénomènes qui ne correspondent pas du tout aux lois qu'on considère naturelles de la science. Donc dans cette histoire, c'est intéressant. Il y a des scientifiques qui voient des choses qui ne sont pas possibles, essentiellement. Je vais pas te raconter pourquoi, je n'ai pas envie de te spoiler. C'est important ce mot, spoiler, c'est comme en anglais, tu sais. Ça veut dire te raconter des éléments du livre ou la fin du livre et que tu saches déjà à l'origine comment ça va se passer. C'est pas du tout mon objectif. Dans ce livre, des scientifiques voient des choses qui sont impossibles et commencent à penser que tout ce qu'ils ont étudié en matière de science est faux. Et il y a des vagues de suicides chez les scientifiques, mais qui se comptent par centaines, parce que les gens pensent qu'ils ont consacré leur vie à une chose qui n'existe pas, que la science n'existe pas, qu'il y a des êtres supérieurs, par exemple un dieu ou quelque chose, qui règle le monde et pas la science. Et bon, on comprend au fur et à mesure ce qui se passe et pourquoi dans le livre, mais ça c'est déjà très très intéressant. Et il y a aussi l'idée d'une rencontre ou d'une communication avec une civilisation extraterrestre qui se situe à Alpha du Centaure, l'étoile la plus proche. Alors si je me souviens bien, je crois qu'à Alpha du Centaure, on sait qu'il y a 2 soleils à coup sûr, mais il y en a peut-être un troisième. Alors là, si quelqu'un s'y connaît très très bien en science, il peut me corriger. Mais il me semble que c'était ça l'histoire. On sait qu'il y a 2 soleils, mais on suppose qu'il pourrait y en avoir un troisième dans ce système d'étoiles. Et il y a une civilisation qui s'est développée là-bas, dans le système d'Alpha du Centaure ou dans le système centaurien. Et le problème, c'est que c'est justement le titre du livre, c'est que si tu as 3 étoiles, il y a beaucoup de chances que tu ne puisses pas prédire comment les 3 étoiles vont tourner les unes autour des autres. Si tu en as 2, c'est extrêmement facile de savoir la direction qu'elles vont prendre et ça va être, on va dire, un schéma très stable. Et c'est ce qui forme les saisons chez nous. C'est cette stabilité, on a nous et le soleil et on tourne autour et voilà, on a un système de saisons. Mais s'il y en a 3, on a une forte probabilité d'introduire le chaos ou un élément chaotique, donc une désorganisation totale dans la façon dont les étoiles tournent les unes autour des autres. Et donc cette civilisation, elle n'a pas une stabilité sur son monde et elle essaie de se développer, mais il y a constamment ce qu'on appelle des ères chaotiques, donc des moments où il n'y a aucune stabilité et aucune règle apparente. Il peut y avoir des moments où le climat est beaucoup trop chaud et tout brûle, suivi par des moments où pendant 200 ans tout est gelé, suivi par des périodes de 5 ans, 10 ans, 30 ans, 60 ans ou 200 ans stables, avec une grande stabilité, et où la civilisation peut se développer. Et puis bon, cette civilisation, elle a trouvé un moyen naturel de survivre pendant ces moments chaotiques en restant figée, on va dire.
Et ça aussi c'est intéressant de voir comment une autre biologie aurait pu se développer en fonction de ça. Et bon, c'est un peu ces deux grandes thématiques qui reviennent dans le livre et je l'ai trouvé intéressant simplement par sa différence parce que ça tourne énormément autour de la science encore une fois. Voilà. Mais il y a encore toute cette dimension psychologique de comment on réagit si notre système que ce soit moral ou tout ce qu'on considère être réel est détruit. Quelle peut être la réaction des gens, et puis aussi il y a un policier chinois que j'aime beaucoup et qui essaye de trouver ce qui se passe réellement derrière tout ça et qui a la tête dure, on peut dire comme ça, il est très têtu et il arrive à trouver des réponses, donc il y a aussi des dimensions un peu policières qui s'entrecoupent avec tout ça. Bon, tout ça pour dire, j'aime la science-fiction et j'aime la fantasy, et pourquoi ? Je l'ai dit, parce que ça parle de nous, parce qu'en fait, paradoxalement, c'est extrêmement réel, extrêmement vrai, voilà. J'encourage quiconque à essayer, peut-être pas forcément essayer un livre et s'arrêter si on n'aime pas, il faut essayer de prendre un peu des conseils sur qu'est-ce qui a été très populaire peut-être comme livre dans ce style, mais il y a beaucoup de livres qui peuvent vous plaire. Voilà. Si t'as envie de me parler de livres qui te plaisent, n'hésite pas à le faire, hein, moi ça m'intéresse, j'aime bien rajouter des choses dans ma liste. Allez, à plus.